France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. Et à la une, cette semaine, le site de Teahupo'o se prépare pour accueillir les JO de 2024 en Polynésie. Plusieurs ministres se sont rendus sur place. On voit cela dans quelques instants. À tout de suite. Le ministre de l'Intérieur en visite en Polynésie jusqu'à ce samedi, aux côtés de Gérald Darmanin, la ministre des Sports et le ministre délégué à l'Outre-mer pour aborder des dossiers tels que les Jeux Olympiques. La délégation s'est notamment rendue sur le site de Teahupo'o qui accueillera les épreuves de surf de 2024. Le reportage, Nicolas Suire. Il voulait voir la vague mythique de Teahupo'o. À présent, les ministres des Outre-mer et des Sports sont convaincus de la légitimité de cette vague. Ils ont échangé à propos de l'organisation des Jeux Olympiques. La sécurité était la part du ministre de l'Intérieur. Ce dernier a annoncé la mise en place du système de reconnaissance faciale PARAF à l'aéroport de Tahiti. 2 équipes de la gendarmerie seront formées à la lutte anti-drone suite à l'incident qui s'est déroulé en Espagne où une bombe a été transportée par voie aérienne. On a à cœur, bien sûr, qu'y compris en Polynésie, les moyens du ministère de l'Intérieur soient à la disposition du gouvernement, du pays et bien sûr des organisateurs. C'est pour ça qu'il y aura 600 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'installation des infrastructures suit son cours. Les travaux n'accusent pas de retard. Tu as la passerelle piétonne, la nouvelle passerelle piétonne qui va être remplacée. Tu as l'eau potable qui va arriver. Tu as la fibre. Tu as l'assainissement des eaux usées. Tu vas avoir également la tour des juges, bien sûr. Voilà, c'est toute une série aujourd'hui de travaux pérennes ou temporaires qui vont être mis en place pour les Jeux. La ministre des Sports nous rappelle le budget conséquent investi pour les Jeux Olympiques. Il y a un budget du comité d'organisation qui est de 4,4 milliards, avec 96% de ces fonds qui sont d'origine privée. Et puis il y a ce qu'on appelle la Solideo, qui est l'établissement qui bâtit les infrastructures, les ouvrages olympiques et paralympiques, et qui lui est doté d'un budget d'à peu près 3,7 milliards. L'organisation des Jeux est bien avancée, même s'il reste encore quelques questions liées au parcours de la flamme et à la venue éventuelle des chefs d'État du Pacifique que le président Broderson a invités. Venue qui aurait un impact sur le dispositif de sécurité. En Guadeloupe, pas de fin de campagne sucrière sans ce défilé des titans. Pour marquer l'arrêt de la récolte de la canne à sucre, les transporteurs parcourent les routes, klaxons hurlants. C'est une tradition respectée, mercredi soir dans le Nord Grande-Terre, devant des spectateurs conquis. Et la fin d'une récolte perturbée cette année par l'arrivée des pluies en fin de campagne, coup dur pour les planteurs contraints de laisser plusieurs tonnes de canne non récoltées, mais aussi pour l'usinier qui produira moins de sucre cette année. Esther Abitbol. Dans ce champ de canne à sucre, les machines sont à l'arrêt. Les épisodes de pluie n'ont pas épargné les sols, totalement inondés. La récolte est compromise. Depuis début juin, on subit comme ça la météo. On cherche des parcelles à récolter, on essaie dans une parcelle, on sort, on essaie de trouver notre parcelle, on ressort, parce que les conditions ne permettent pas qu'on travaille normalement. Depuis les intempéries, cet opérateur récolte 30 tonnes de canne par jour, contre 300 habituellement. Des volumes nettement moins élevés et des cannes toujours debout, près de 20 000 tonnes à la fin de la saison. Les planteurs espéraient une nouvelle date de fin. De son côté, la société Gardel a tranché. La qualité de la canne est aujourd'hui extrêmement basse, qu'elle ne nous permet plus de faire du sucre à moins d'y passer beaucoup de temps. Pour faire fonctionner son usine, Gardel débourse en moyenne 182 000 € par jour. Selon son directeur, la poursuite des récoltes n'aurait pas été rentable. Un souffle de solidarité en pleine crise migratoire en Guyane, après l'annonce de l'expulsion de centaines de migrants installés sur une place centrale du chef-lieu. Une association musulmane a décidé de distribuer des repas dans les rues de Cayenne et propose un hébergement d'urgence réservé aux femmes et aux enfants.
Difficile pour les patients atteints d'un cancer de se faire soigner en Martinique. Et la période des grandes vacances n'y arrange rien. Bien au contraire, l'absence de certains équipements nécessaires aux soins ajoute au parcours du combattant. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Cécile Mar et Thierry Saucan. C'est un séisme qui ébranle toute une vie, un diagnostic de cancer. Jean-Pierre Jean-Joseph l'a connu lorsqu'en 2019, il apprend qu'il a un cancer de la prostate. Il se soigne, guérit, retourne au travail et au carnaval dont il est l'une des figures. Mais cette année, le cancer récidive. Et à la maladie s'ajoute une autre difficulté. Il doit partir en France, faute de place ici. C'est vrai, lorsqu'on entend à la télé, ouais, il faut partir en France, bon, c'est vrai, ça nous passe dans la tête. Mais lorsqu'on est dans le cas, c'est là qu'on voit comment c'est difficile. Et c'est très, très, très difficile. Lorsque vous recevez un mail et qu'on vous dit « Monsieur, il faut être patient », c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Et en ce moment, au centre hospitalier universitaire de la Martinique, ça vous fait quelque chose. Ce qui manque à Jean-Pierre, c'est le fameux TEP-scan, outil de diagnostic promis depuis 2 ans et toujours pas en service. Celui de Guadeloupe est en panne. Le système de santé si performant se dégrade. Il manque des médecins généralistes et des spécialistes du cancer, les oncologues. Il en faudrait au moins 6 ou 7 et aujourd'hui, en activité là, il y en a 4, quoi. Et ils vont être 3 bientôt à partir du mois de septembre. Pour avoir sa chimiothérapie, alors qu'il faut qu'elle soit faite dans les temps, on ne peut pas la faire dans les temps. Donc les délais s'allongent, à la fois pour la première prise en charge et puis entre les cures. Il y a aussi le problème pendant les vacances des malades qui viennent de métropole en vacances et qui ont besoin d'une continuité de chimiothérapie. Il se surajoute encore pendant cette période. Face à la difficulté des patients, la Ligue contre le cancer se mobilise. Elle peut aider à obtenir des rendez-vous, mais aussi apporter un soutien administratif et social. Aujourd'hui, je me retrouve en parcours de soins, j'ai des pertes de revenus. Qu'est-ce que je peux solliciter là aussi en termes d'aide légale? Quels sont mes droits et quelles sont mes aides? On a toujours la possibilité soit de venir nous voir, soit de nous appeler au 05 96 63 38 80, de manière à être dans notre mission de facilitateur d'obtention de rendez-vous. La Ligue contre le cancer prend en charge près de 500 patients par an. Si le TEP-scan devrait entrer en service à la fin de l'année, le manque de médecins, lui, sera plus long à combler. Et on poursuit avec cette innovation, transformer l'eau de mer en eau douce et potable grâce à l'énergie solaire. C'est ce que propose une jeune entreprise et elle sillonne le Pacifique avec ses unités de dessalement sur catamaran, une solution que nous présentent Éric Dufour et Cédric Michaud. La Cori Odyssée a débuté en Polynésie le 15 janvier dernier à la voile avec ce catamaran. Dans les îles du Pacifique, ces jeunes entrepreneurs présentent leur modèle d'unité de dessalement à technologie dite de l'osmose inverse, alimentée uniquement par l'énergie solaire. L'eau de mer est ici, elle est pompée par cette pompe. Elle passe dans ce premier filtre qui va nettoyer l'eau de mer. Et les membranes vont retenir le sel et laisser passer l'eau douce qui ressort ici et qui est potable. Ce matériel peut filtrer 200 litres d'eau par heure, soit 1500 litres par jour, de quoi fournir l'eau potable au quotidien à un village de 500 habitants. Une unité a été vendue à la SLN à Poum pour ne plus puiser l'eau des nappes phréatiques. La technique de vente avec proximité et démonstration semble efficace. Nous, on apporte une solution, qui est le dessalement solaire, mais souvent, la solution globale vient d'un mix de plusieurs sources d'eau. Donc l'eau de pluie, l'eau souterraine utilisée de manière raisonnée et le dessalement en dernier recours quand il manque d'eau. Et là-dessus, bien sûr, notre volonté et notre croyance, c'est que notre solution écologique et solaire apporte une solution. Des contacts ont été pris localement avec des communes et des hôtels. L'alimentation énergétique fournie par le soleil permet un dimensionnement des unités adaptées aux réalités du Pacifique. L'équipage prendra la route du retour en septembre, en passant par Wallis et Futuna. Et on termine avec la belle aventure des enfants du village amérindien Prospérité en Guyane. Ils apprennent à vivre sur les traces de leurs aînés en se familiarisant avec la forêt comme des grands. Une épopée en pleine nature avec Pierre Tréfou et Ingrid Soseisma. Attentif autour de la carte du terrain de chasse, Marcelio et sa bande de copains écoutent les derniers conseils du chef du village Prospérité. Donc on a une carte. Toutes les pointillés là, ce sont des léons de chasse.
Ce sont les anciens qui ont pu tracer à l'époque, hein, il y a 30 ans de ça. Et puis dans cette partie, hein, on peut voir c'est impacté des gibiers de toute cette zone-là. C'est parti pour 1 heure de marche en pleine forêt amazonienne et c'est Marcelo, du haut de ses 12 ans, qui prend la tête du cortège. Pour le peuple Kaligna, la forêt n'a pas de secret. Si t'as pas de feu, mais juste t'as une petite allumette, si t'as pas de bouger, tu prends ça et ça s'allume. Sur le chemin, la bande d'amis se cherche de quoi confectionner des cannes à pêche. Les plus grands apprennent aux plus petits. Son canne à pêche, c'est trop gros et tu sais pas quand un poisson tire. Un peu plus loin, le chef de la bande a entendu un bruit. Trop tard, le gibier s'est échappé. J'ai vu un biche et je sais pas où. Je sais pas où il est parti. Ça, c'est les tatous qui font ça la nuit. Ouais. Arrivés à la crique Tapou, les enfants se mettent à siffler pour attirer les animaux. Ils vont enfin pouvoir profiter de leur havre de paix. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de toute beauté signées Julien Guérard. Il a eu le privilège de plonger aux côtés des baleines au large du cap Laoussé, à l'ouest de la Réunion. 3 baleines précisément. À leur approche, les moteurs ont évidemment été coupés. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Chaque année, de plus en plus d'Africains s'installent aux États-Unis avec l'espoir d'une vie meilleure. When I got in here, I said to myself, this is a new journey. Le rêve américain, c'est juste illusoire. En Amérique, il m'a donné la liberté, la joie et tout. C'est ça. Il m'a donné une famille. Le rêve américain des immigrés africains dans Reporter sur France 24 et France24.com.